venons de voir avec les capitaux propres dans le module 7 un pourvoyeur de ressources essentielles pour l'entreprise, les actionnaires. L'autre grand pourvoyeur de ressources pour les entreprises, ce sont les banquiers ou, pour les entreprises de plus grande taille, les marchés financiers. Nous allons dans ce 8e module nous consacrer donc à ces dettes financières, ces dettes à long terme, qui sont les ressources apportées sur plus d'un an à l'entreprise par ces actionnaires particuliers, ces créanciers particuliers que sont soit les banquiers, soit les marchés financiers. Nous allons, après avoir présenté les principales catégories de dettes financières, les grands principes de fonctionnement, nous pencher sur un mécanisme particulier qui est celui du coût amorti, un mécanisme très représentatif du raisonnement financier que peut adopter la comptabilité dans le traitement de certaines grandeurs. Alors, en termes de dettes financières, on distingue en général les normalisations françaises et les normalisations IFRS. La conception française des dettes financières, la conception française des dettes, même de manière générale, est une conception relativement juridique. Il s'agit d'un passif certain, vous êtes certain de devoir rembourser cet argent et vous connaissez les modalités de remboursement de manière précise. Il y a des échéances et ces échéances sont connues dès le début. Les actions, par exemple, ne présentent pas du tout le caractère de dette parce que justement leur échéance n'est pas connue. A l'inverse, un emprunt bancaire a une certaine maturité et au terme de la période, vous devrez le rembourser. Ainsi que nous l'avions vu dans le module 7, mais on le reprend ici en normalisation IFRS, et c'est le texte de la norme IAS 32, la notion de dette est vue de manière davantage économique. Vous êtes amené à remettre des actifs financiers, et typiquement de l'argent, et vous ne pouvez pas vous soustraire à l'obligation de remettre cet argent, qui correspond à une rémunération, des intérêts, à un remboursement du capital. On distingue habituellement deux grands types de dettes financières. Vous pouvez avoir des dettes vis-à-vis des établissements de crédit. La dette la plus classique, vous avez une dette vis-à-vis d'un seul établissement de crédit, et on parlera de prêt indivis du côté de l'établissement ou d'emprunt indivis de votre côté. Vous pouvez également avoir des dettes vis-à-vis de plusieurs établissements de crédit qui se réunissent, en particulier si le montant à emprunter est important. On parlera alors de prêt syndiqué. Vous pouvez également vous endetter en recourant directement au marché financier. Le recours au marché financier va imposer l'émission de titres. L'émission de titres qui portent différents noms. On va avoir des titres français qui vont porter le nom d'obligations, qui sont très typiques des titres de dette que l'on va pouvoir trouver en France. À l'international, vous aurez souvent des titres appelés EMTN pour Euro Medium Term Note. Ce sont des titres qui sont assez similaires aux obligations, mais qui sont régis par un droit qui n'est pas le droit français, par exemple le droit anglais. Vous avez également une troisième catégorie de titres qu'on appelle les titres de créances négociables, qui présentent des caractéristiques juridiques particulières sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, mais qui sont également relativement fréquents, en particulier pour les banques, pour les établissements de crédit, qui en font un usage assez important. La caractéristique des dettes, quel que soit le monde comptable dans lequel on se trouve, c'est donc que vous allez être amené à rembourser votre dette. Il y a pour le remboursement trois grandes modalités qui sont envisageables. Vous pouvez rembourser votre dette par annuité constante. L'idée de l'annuité constante, c'est qu'à chaque période, le flux que vous payez va être identique. C'est la notion d'annuité. Des flux identiques. Et en revanche, la répartition entre capital et intérêt au sein de ce flux va varier. Donc vous payez toujours le même montant, mais si le total est le même, la répartition entre capital et intérêt à l'intérieur de cette annuité va changer. Deuxième grande méthode de remboursement, c'est la méthode dite d'amortissement constant. Là, vous remboursez un montant en capital identique à chaque période. Chaque mois, chaque année, chaque trimestre, dépend des caractéristiques de votre prêt, vous remboursez chaque fois un montant de capital identique.
auquel on va ajouter les intérêts dus au titre de la période. Vous avez donc un total, capital plus intérêt, qui va varier, puisque le montant des intérêts va varier, le montant du capital est lui identique, donc le total, capital plus intérêt, va varier. La troisième grande catégorie de prêts, troisième grand mode de remboursement que l'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle le remboursement in fine. Là, le capital est remboursé en une fois à la fin. D'où le nom d'in fine. En revanche, ce qui va se passer, c'est que dans l'intervalle, une périodicité qui va être fixée par votre banquier, vous allez payer des intérêts. Donc vous ne payez que les intérêts et vous remboursez votre capital à la fin. On peut imaginer d'autres modes de remboursement, ce sont les trois principaux qui se présentent. Essayons de les illustrer sur un exemple particulier. Imaginons un prêt de 100 000 € avec un taux d'intérêt de 10% et remboursable sur 4 ans. Nous allons regarder la manière dont il est traité en annuité constante d'abord, en amortissement constant ensuite et selon un système de remboursement in fine enfin. Le montant de l'annuité constante est certainement le point le plus délicat. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dire que la valeur actuelle, la valeur maintenant des paiements que vous allez effectuer, que je vais noter PMT, est égale au montant que vous empruntez. La place n'est pas ici de faire un cours d'analyse financière. Je vais donc vous écrire l'égalité et vous renvoie à une mathématique financière pour sa compréhension. Vous cherchez donc le montant PMT du paiement de votre annuité tel que sa valeur actuelle, payée chaque année pendant 4 ans, soit égale à 100 000. Votre taux d'intérêt est de 10% et donc vous cherchez le montant PMT qui va respecter cette égalité. Un paiement la deuxième année, un paiement la troisième année et un paiement la quatrième année. Les paiements sont toujours représentés de la même manière, les facteurs sont toujours représentés de la même manière, le montant du paiement divisé par 1 plus le taux d'intérêt, puissance nombre de périodes, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes. J'ai un paiement dans une année, un paiement dans 2 ans, un paiement dans 3 ans et un paiement dans 4 ans. La résolution à l'aide d'Excel ou d'une machine à calculer de cette égalité vous amène à un montant de paiement annuel de 31 547,08 €. Vous remboursez votre prêt et vous payez les intérêts en décaissant chaque année 31 547,08 €. Ce montant est constant. Comment cela va-t-il se traduire? Eh bien, on peut faire un petit tableau d'amortissement. J'ai déjà positionné mes annuités sur les 4 années, 31 547,08 €. Vous avez là la notion de CRD, c'est l'abréviation usuelle pour le capital restant dû. Le montant de votre emprunt restant à rembourser au début de votre période. Bien, au début de la première période, vous devez encore la totalité de votre emprunt. Vous devez donc 100 000 €. Sur ces 100 000 €, vous payez un intérêt de 10%. 10% de 100 000, ça vous fait donc 10 000. Comme vous savez que votre flux est de 31 547,08, eh bien, la partie qui ne correspond pas à des intérêts correspond à l'amortissement, au remboursement de votre emprunt. Donc ici, 21 547,08. Au début de la deuxième période, vous devez vos 100 000 € moins le montant de l'amortissement que vous venez de pratiquer. Vous devez donc 100 000 moins 21 547,08. Vous devez 78 452,92. Sur ce montant que vous restez à devoir, vous allez payer des intérêts à 10%, donc 7 845,92
L'écart entre le montant de votre annuité, 31 547,08, et le montant de vos intérêts, 23 701,79, correspond au remboursement que vous faites au titre de la deuxième période. Le total, intérêt plus amortissement, est toujours égal à votre annuité. Ça fait qu'au début de la troisième période, vous devez vos 78 452,92 diminuer des 23 701,79 que vous venez de rembourser. Vous ne devez plus que 54 751,13 euros. Vous allez payer des intérêts sur ce montant, qui sont donc de 5 475,11 euros. Et la partie des 31 547,08 qui n'est pas consacrée au paiement des intérêts, soit 26 071,97, correspond à votre remboursement. Au début de la quatrième période, vous restez à devoir vos 54 751,13 diminués de l'amortissement que vous venez de pratiquer, 26 071,97. Vous restez donc à devoir 28 679,16 euros. Vous avez des intérêts correspondant à 10% de votre montant restant dû, donc 2867,91. L'écart entre le montant de votre annuité et le montant de vos intérêts correspond au montant qui vous reste à rembourser, 679,16. Au terme de cette période de 4 ans, vous avez remboursé sous forme de 4 flux identiques de 31 547,08 la totalité de votre emprunt et payé vos intérêts. Je vous rassure, le système de l'annuité constante est certainement le plus complexe. En termes d'amortissement constant, la méthode est beaucoup plus simple. On va le construire en déduisant le montant de l'annuité totale de nos intérêts et de nos amortissements. Le principe de l'amortissement constant, c'est que chaque année, vous remboursez le même montant. Comme vous êtes à devoir 100 000 euros, chaque année, vous remboursez 25 000 euros. 4 fois 25 000 égale 100 000. Donc j'ai un amortissement qui est égal chaque année à un quart du montant restant dû, 25 000 euros. Du coup, mon capital restant dû de 100 000 au début de la première période devient 75 000 la deuxième, 50 000 la troisième et 25 000 au début de la quatrième. Après le remboursement de mes derniers flux de 25 000, je ne devrai plus rien. Mes intérêts sont égaux à 10% du capital restant dû, soit 10 000, 7 500, 10% de 75 000, 5 000, 10% de 50 000, 2 500, 10% de 25 000. L'annuité correspond au total intérêt plus amortissement, soit 25 000 plus 10 000 égale 35 000 la première année, 32 500 la deuxième année, 25 000 plus 7 500, 30 000 la troisième année, 25 000 plus 5 000, et 27 500 la quatrième année, 25 000 plus 2 500. Voilà le tableau d'un emprunt remboursé sous forme d'amortissement constant. C'est assez simple, beaucoup plus simple à calculer que l'annuité constante. Le dernier est également extrêmement simple, il s'agit de l'amortissement in fine. Là, je rembourse en une fois à la fin. Donc j'ai un flux unique d'amortissement au terme de la dernière année pour la totalité du capital restant dû à l'origine, 100 000 euros. Dans l'intervalle, je ne fais que payer des intérêts, soit 10% chaque année, 10 000, 10 000, 10 000 et 10 000. Mon capital restant dû est le même chaque année, il ne change pas, et chaque année, j'ai une annuité qui est égale au seul montant de mes intérêts, sauf la dernière année où je vais également rembourser le capital. Dernière année, j'ai une annuité de 110 000, la totalité du capital majoré du montant des intérêts. Voilà comment fonctionnent de manière sommaire et brève les méthodes de
calcul de mes amortissements et de mes intérêts dans les 3 cas les plus fréquents de remboursement de dette financière. Si on veut faire une comparaison rapide des avantages, caractéristiques des deux méthodes, dans la méthode d'annuité constante comme d'amortissement constant, je vais avoir des montants d'intérêt qui vont décroissant. Je vais avoir une diminution du risque pour le banquier, puisque vous remboursez votre capital au cours des différentes périodes, donc votre risque du point de vue du banquier diminue, ce qui va souvent induire un coût d'emprunt moins cher, comme le risque est perçu comme plus faible. En revanche, du point de vue de l'entreprise, vous allez avoir une diminution de vos ressources, qui va intervenir au fur et à mesure de votre remboursement d'emprunt. Voilà. L'avantage de l'emprunt in fine, c'est que les intérêts sont constants, donc connus dès le début, dans tous les cas, et strictement identiques dès le début, ce qui dans certains montages, en particulier patrimoniaux, peut présenter un intérêt en termes d'optimisation fiscale. En revanche, le risque pour la banque est supérieur, puisque le capital sera remboursé en totalité à la fin, et donc que le banquier supporte la totalité du risque pendant la durée de vie totale de l'emprunt. Du point de vue de l'entreprise, en revanche, les ressources sont stables, ce qui peut être un avantage en termes de structure du bilan. Vous n'avez pas une diminution de vos ressources, et en revanche, vous avez une grosse sortie de trésor à la fin. Et donc, il va falloir mobiliser votre trésorerie à la fin pour rembourser en une fois la totalité de votre emprunt, ce qui peut être une difficulté, ainsi que l'évoque maintenant dans l'actualité assez régulièrement, les difficultés des États à rembourser les échéances de leurs emprunts lorsque celles-ci arrivent, souvent in fine, à terme. En ce qui concerne les dettes financières représentées par des titres, on a des modalités de remboursement qui peuvent être similaires, mais présentent néanmoins des spécificités liées au fait que ces dettes sont représentées par une multiplicité de titres. Vous avez, solution la plus simple, le remboursement de l'ensemble des titres à la fin de la période d'émission de ces dettes. Donc, tous les titres sont remboursés en une fois à l'échéance. Les titres peuvent également être tirés au sort en cours de durée de vie de la dette pour être remboursés au fur et à mesure de ce tirage au sort. Ça peut présenter des inconvénients pour l'investisseur qui n'est pas sûr de la période pendant laquelle il va disposer du titre, dans la mesure où il peut être tiré au sort assez rapidement ou au contraire tout à la fin de l'échéance du titre. Enfin, solution intermédiaire, on peut rembourser chaque année une fraction de l'ensemble des titres. Les investisseurs ont une meilleure visibilité sur le rythme de remboursement de leurs dettes par rapport à une solution par tirage au sort. Quels sont les avantages que présente le recours à des dettes financières sous forme de titres pour les entreprises? Elle leur offre la possibilité d'accéder directement au marché, sans intermédiation bancaire, ce qui, en période de tension sur les ressources bancaires et donc potentiellement de difficultés pour obtenir des financements, peut être assez précieux. Également, les montants sont souvent plus importants, donc vous pouvez mobiliser des ressources plus lourdes en raison du gisement d'investisseurs auquel le marché vous donne accès. La contrepartie, c'est qu'en revanche, vous ne pourrez pas vous financer directement sur le marché pour des montants qui seraient trop faibles. Les dettes représentées par des titres, parlons des obligations pour rester dans le contexte français, présentent néanmoins des particularités qui vont amener à des traitements comptables particuliers. Vous pouvez avoir une prime d'émission ou de remboursement à la fin. C'est-à-dire que vous émettez la dette, vous vendez la dette pas pour sa valeur nominale. Vous empruntez 100 et vous vendez le titre représentant cette dette, non pas 100, mais éventuellement 90 ou 110. Vous avez une prime à l'émission, plus souvent 90, qui permet de rendre l'émission attractive. Vous pouvez également offrir une prime à l'échéance, un complément de rémunération. Vous devez 100, au lieu de rembourser 100, vous remboursez 102 ou 103 ou 104 ou éventuellement 98. Vous avez un montant de remboursement qui est différent de la valeur nominale de votre titre. Par ailleurs, dette comme prêt supporte des frais de dossier, des frais d'émission, et tout l'enjeu qui va se poser au comptable, c'est la question des modalités de comptabilisation de ces primes et de ces frais.
comment va-t-on les représenter en comptabilité? Il y a pour cela deux méthodes principales qui sont utilisées en comptabilité, qui sont envisageables. Vous avez la première méthode, la plus simple, vous étalez ces primes et ces frais pro rata temporis. C'est la solution la plus simple. C'est une solution qui est possible, même si elle n'est pas privilégiée, en France. Et en France seulement. Les normes françaises offrent cette possibilité, les normes internationales l'excluent. L'autre solution, que j'appelle étalement actuariel, qu'on connaît également sous le nom de coût amorti, est une solution qui est possible dans le référentiel français, qui est même assez favorisée dans le référentiel français, et qui est en revanche la seule envisageable en normes internationales, en normes IFRS, qui ne reconnaissent pas la solution de l'étalement pro rata temporis. Ce qui fait que si vous devez publier des états financiers sous les deux référentiels, français et IFRS, vous allez assez spontanément choisir la solution qui est acceptable des deux points de vue, donc la solution de l'étalement actuariel que nous allons maintenant chercher à illustrer. Alors prenons l'exemple d'une émission d'obligation que vous vendez à 98 000 pour une valeur nominale de 100 000. C'est toujours notre prêt de 100 000 euros. Cette fois, il nous coûte un peu moins cher. Le taux d'intérêt est de 5%. Vous supportez des frais de mise en place à hauteur de 4 000 euros et vous remboursez l'ensemble, par mesure de simplicité, en une seule fois dans 3 ans. Nous avons donc deux enjeux. D'abord, un enjeu d'étalement des 2 000 de primes d'émission, l'écart entre vos 98 000 et vos 100 000, premier enjeu. Et deuxième enjeu, l'étalement des 4 000 de frais. Comment va-t-on appréhender en comptabilité ces deux notions? Nous allons traiter le cas de l'étalement pro rata temporis, puis le cas de l'étalement actuariel. En ce qui concerne l'étalement pro rata temporis, la chose est assez simple. Vous avez une prime de 2000, vous avez des frais de 4000, donc au total, vous devez étaler 6000 sur 3 ans. Vous le faites pro rata temporis, donc vous étalez 2000 par an. Le calcul est assez rapidement fait, ce n'est pas un des moindres avantages de cette solution. En comptabilité, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, vous avez ici votre compte de dette qui va être inscrit à votre bilan. Vous avez ici également à votre bilan votre compte de trésorerie, l'argent liquide qui rentre et qui sort. Ici, à votre compte de résultat, vous avez les intérêts et tout ce qui concerne vos charges financières. Je vais les mettre dans un seul compte par mesure de simplicité. Et ici, vous avez au bilan un compte dans lequel vous allez enregistrer les frais et les primes qui sont à étaler. Alors, il y a des comptes spéciaux, on n'est pas ici pour apprendre les mystères du plan comptable général, il y a des comptes spéciaux dans lesquels ces montants vont être enregistrés dans la perspective de les étaler. Du point de vue français, vous devez rembourser 100 000. Donc, vous allez inscrire à votre bilan le montant de votre dette, 100 000. Ce montant de dette 100 000 vous permet d'obtenir de la trésorerie à hauteur de 94 000, puisque les créanciers ne vous donnent que 98 000, vous avez une prime d'émission de 2 000, et vous supportez 4 000 de frais. Donc vous n'obtenez que 94 000. Et vous avez donc des frais d'émission et des primes à hauteur de 6 000. Chaque année, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le faire dans une autre couleur. Chaque année, première année, disons, vous allez payer 5 000 d'intérêts qui vont sortir de votre trésorerie, qui vont donc constituer une charge. Et vous allez également étaler 2 000 de primes que vous allez également comptabiliser en charge. Donc vous avez, au terme de la première année, une charge totale de 7 000 euros. Et vous allez répéter l'opération pour chacune des années suivantes, que je vais maintenant mettre en noir. Chaque année, vous payez 5 000 d'intérêt au terme de l'année 2. Vous étalez
également au terme de l'année 2, un tiers de votre compte de frais et primes, donc 7 000 de charges. Au terme de la 3e année, vous payez vos intérêts, vous remboursez votre emprunt en une seule fois, vous finissez d'étaler votre prime, donc vous avez des charges de 7 000 toujours, et vous avez le remboursement de votre emprunt. On voit là l'effet de l'étalement linéaire. Chaque année, vous avez la même charge, 7 000, formée d'intérêts à hauteur de 5 000 et formée de l'étalement de votre prime à hauteur de 2 000. On voit ici l'effet classique du prorata temporis. Vous rajoutez chaque année en charge une quote-part de frais correspondant à un tiers des frais totaux, puisque votre emprunt est sur 3 ans. L'étalement actuariel, j'ai le regret de vous le dire, est notablement plus compliqué. Il suppose tout d'abord de calculer le coût actuariel de l'opération. Pour calculer le coût actuariel de l'opération, il faut mettre en rapport ce que vous payez et ce que vous touchez. Alors, on paye 5 000 d'intérêts par an. On paye 4 000 de frais de mise en place. Ça, c'est sûr, on a à les payer. Qu'est-ce qu'on touche? On touche 98 000, qui est le montant de l'emprunt. C'est la trésorerie qui nous est versée. On ne touche pas les 100 000. On dit qu'on emprunte 100 000. Mais en fait, on ne touche que 98 000 sur les 100 000. Et en revanche, on doit rembourser 100 000. Donc on touche 98 000, on paye 5 000 d'intérêt, on paye 4 000 de frais pour rembourser 100 000 dans 3 ans. Ça, c'est mes flux sur l'opération. La présence de ces flux m'amène assez naturellement à les positionner sur une flèche. Ici, je vais avoir mes encaissements, une flèche de temps. Ici, je vais avoir mes décaissements. Donc la première année, là, je suis en 0. Je vais toucher 98 000, c'est le montant de l'emprunt que je fais, et je vais payer 4 000, c'est le montant des frais de mise en place. En année 1, je vais payer 5 000. En année 2, je vais payer 5 000 également. Et en année 3, je vais payer 5 000 d'intérêt et 100 000 de remboursement. Voilà la séquence de mes flux telle qu'elle apparaît si on met à plat les caractéristiques de mon emprunt. Pour calculer le coût actuariel, on recherche le taux T tel que le montant que je touche, 94 000, les 98 000 moins les 4 000 de frais, est égal à la somme actualisée des flux que je vais décaisser. Donc je vais décaisser 5 000 dans un an, divisé par 1 plus le taux puissance 1, 5 000 dans 2 ans, 1 plus le taux nombre de périodes 2 donc au carré, et 105 000 dans 3 ans, donc 1 plus mon taux, puissance 3. Le recours à une calculatrice financière ou à Excel vous permet d'obtenir assez simplement un taux de 7,3%, qui est le coût réel de votre emprunt. Vous avez l'impression, si on s'arrête aux conditions financières plus élémentaires, que votre emprunt vous coûte 5% par an. En réalité, votre emprunt vous coûte 7,3%. Pourquoi? Parce que vous touchez moins que vous ne remboursez, 2 000 de moins, et vous payez 4 000 de frais. Les principes qui vont régir le système du coût amorti, de l'étalement actuariel, c'est que vous allez faire figurer au bilan non pas le montant que vous remboursez à l'échéance, mais le montant que vous avez effectivement encaissé. Ici donc, à la mise en place, c'est 94 000 à la mise en place. Premier élément caractéristique du coût actuariel, du coût amorti, de l'étalement actuariel, le montant qui figure au bilan et le montant emprunté. Chaque année, vous allez avoir en charge non pas les intérêts plus un étalement pro rata temporis, mais vous allez avoir l'emprunt qui figure au bilan, donc le montant au bilan,
rémunéré au taux actuariel que nous venons de calculer. Donc ici, 7,30%. Donc nous allons avoir en coût, à la première période, 94 000 à 7,30%. Et vous allez avoir un écart assez spontanément entre ce que vous allez payer effectivement, 5 000, vous ne payez que les intérêts chaque année, et le coût qui va figurer dans votre compte de résultat, 94 000 à 7,30%. Eh bien, l'écart entre le flux payé et le coût de l'emprunt vient modifier votre encours au bilan. Je pense que réaliser l'opération vous permettra de mieux comprendre ce mécanisme un peu compliqué. Vous avez ici les périodes 1, 2 et 3. Je vais mettre ici l'encours au début de la période. Donc au début de la période, j'ai 94 000. C'est le montant de liquidité dont je le dispose. Je vais calculer mes intérêts au taux actuariel. Donc c'est mon encours de début multiplié dans mon cas par 7,30%. Donc là, j'ai des intérêts de 6 860,87, 94 000 à 7,30%. J'ai des flux de 5 000 parce qu'on ne me réclame pas ces 6 860,87. On me réclame 5 000, le montant des intérêts. J'ai donc un écart entre les flux et mon coût de 1860,87 qui viendra corriger mon encours. Et donc j'ai un encours de fin égal à mon encours de début plus cet écart. Et donc mon encours de fin devient 95 860,87. Mon encours de fin d'une période et l'encours de début de la période suivante, 95 860,87. Je vais calculer des intérêts toujours de la même manière, 7,30% multiplié par 95 860,87. Mes intérêts vont donc augmenter puisque l'encours est plus élevé. J'ai un flux qui, en l'occurrence, reste le même, 5 000. L'écart est donc plus important, 1996,70, et vient augmenter mon encours de début selon la même logique, 95 860,87 plus 1996,70, ça me donne un encours de fin de 97 857,57, qui est mon encours de début de la période suivante. Et vous allez le rémunérer toujours à votre taux actuariel, donc à 7,30%. 97 857,57 à 7,30, ça vous fait 7 142,43 €. Vous avez un flux qui est là de 5 000 les intérêts, plus le remboursement en capital. Donc vous avez un flux total de 105 000. Vous avez un écart entre votre coût actuariel, 7 142,43, et le montant de votre flux, qui est cette fois un écart négatif, 97 857,57, que vous ajoutez à votre encours de début, qui vous permet de matérialiser le remboursement total de votre encours de début. Je vous rappelle ici les formules. L'écart, c'est votre intérêt actuariel diminué par votre flux, et votre encours de fin, c'est votre encours de début plus l'écart. En comptabilité, on va représenter d'une manière similaire à celle que nous avions adoptée pour l'étalement amorti, l'amortissement linéaire, ces flux d'intérêt et d'amortissement. La principale différence va être la prise en compte non pas d'un étalement linéaire, mais de montants qui vont être croissants de coûts actuariels de l'opération et décroissants de capital à rembourser. Avec les dettes financières se conclut notre voyage dans le bilan dont nous avons abordé au moins de manière synthétique l'actif et le passif en essayant de les classer par maturité
et en tentant de souligner les différents enjeux qui sont sous-jacents à chacun de ces postes. Nous allons maintenant porter notre attention sur le compte de résultat qui est le détail d'un poste particulier du bilan, d'une ligne particulière du bilan qui figure dans les capitaux propres et qui porte le nom justement de résultat.